Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Les Torquemada, les Tartuffes, les Robespierre qui tombent ce matin à bras raccourcis sur Christophe Galtier illustrent qu'on ne badine pas avec la nouvelle religion qu'est l'écologie. Charavoile est un blasphème, Galtier un hérétique, Mbappé un renégat. Aller chercher querelle au PSG parce que les joueurs voyagent en avion n'a pas beaucoup de sens. La polémique est ridicule comme tant de sujets que la pensée unique pose sur la table. Le jet privé est le nouveau combat des trissotins. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a fait une pirouette, on va se déplacer en char à voile. Les grands prêtres sont sortis de leur église, de leur grotte ou de leur gond pour fustiger cette ironie mal placée. Ils éructent l'anathème, on ne rigole pas avec le CO2. Galtier a répondu comme un mousquetaire du roi, comme un esprit libre, à l'inverse des petits hommes gris qui saturent l'espace médiatique. Chez Dumas, Galtier serait D'Artagnan, chez Rostand, il serait Cyrano. Je ne sais pas si l'entraîneur de Paris a eu raison d'envoyer les bien-pensants se faire cuire un œuf, mais je préfère avoir tort avec lui que raison avec tous ceux qui l'attaquent. Question de feeling, Christophe Galtier est un honnête homme. Il est 9h, Audrey Berthaud. Un refus d'obtempérer hier après-midi au Mureau, dans les Yvelines. Les policiers ont voulu contrôler un véhicule qui a immédiatement pris la fuite. Quelques mètres plus loin, le conducteur est sorti de la voiture pour monter dans un autre véhicule. Un policier a tenté de le rattraper. Il s'est accroché à la fenêtre, mais le conducteur a démarré et a traîné l'agent sur plusieurs mètres. La justice enquête sur l'IHU de Marseille, dirigée par Didier Raoult. Une information judiciaire a été ouverte hier soir à la demande du gouvernement. Cela fait suite à un rapport publié hier. Il révèle des manquements graves en matière de santé ou de recherche. Certains faits peuvent même relever d'une qualification pénale. Didier Raoult sera l'invité de Jean-Marc Morandini à 10h30. Enfin, top départ de la Ligue des Champions. Le PSG reçoit la Juventus ce soir à 21h. Paris nourrit toujours la même ambition, inscrire enfin son nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions de club. Le match est à suivre, bien sûr, sur Canal+. Charlotte Dornelas est avec nous, Joseph Massescaron, Nathan Dever, Vincent Hervouette. Deux images pour commencer. D'abord, celle d'un char à voile, parce que, effectivement, je ne sais pas si nous, chacun est monté. Voilà, ça, c'est un char à voile. Et c'est écologiste, pourquoi pas. Et c'est drôle, surtout, ce qu'a répondu notre ami Galtier. Et puis, deuxième image que je voulais vous proposer, voilà comment arrivera le Paris Saint-Germain lors d'un prochain match de championnat. Et donc les joueurs seront directement comme ça sur la pelouse. Quand je disais que je ne les supporte plus, je ne supporte plus ces journalistes de salon, ces Torquemada. Vraiment, j'ai un souci avec eux. Réécoutons quand même ce qu'a dit Christophe Galtier hier, même si sans doute... c'est plus d'ailleurs le rire de Mbappé. Peut-être n'était-ce pas la meilleure façon de répondre. Peut-être. Mais le lynchage, la curée depuis hier, en dit long sur notre société. Écoutez le passage. Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs ? Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Une pirouette. Qui est drôle. Ouais. Qui est drôle. Non. Mais je trouve. L'humour est réactionnaire maintenant. Donc de toute façon, Nathan Dever. L'humour est non toléré sur ce genre de sujet. Ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est qu'il y a une haine aujourd'hui de l'aviation qui est invoquée, en tout cas qui invoque des motifs écologiques. Je trouve qu'il y a beaucoup de contradictions et qu'il y a beaucoup de mauvaise foi là-dedans. Premièrement, par exemple, on entend rarement les écolos nous parler de la pollution numérique, celle des écrans, celle des smartphones, celle d'Internet, qui est 1,5 fois
fois supérieure à l'échelle mondiale à la pollution aéronautique. Donc si vous voulez, c'est toujours les mêmes sujets qu'on vient invoquer et brocarder pour le réchauffement climatique, c'est l'avion. L'avion, c'est-à-dire quand même l'idée du monde ouvert. Alors là, c'est pour le Paris-Nantes, mais si on pousse le curseur jusqu'au bout, ça va aller jusqu'à dire, il y a déjà quelques écolos qui ont commencé à faire ça, l'individu qui part en week-end en Italie ou au Maroc est quand même un peu coupable, il pourrait aller à Noirmoutier en train, il est quand même... La il en haine demande beaucoup. des riches, la haine de ceux qui peuvent prendre l'avion. Bien sûr. La haine. Et la haine Voilà. d'une certaine forme de technique, parce que ce qui est Bien très sûr. intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans l'aviation, on peut faire des avions sans carburant. Il y a des avions solaires qui peuvent traverser l'Atlantique. Il y a des A319, je crois, qui ont déjà volé sans carburant. Alors, ce serait intéressant, vous voyez, d'investir dans la recherche au lieu de vouloir interdire l'avion. Mais ça, c'est une alternative qui n'est pas liberticide et donc elle n'est pas privilégiée aujourd'hui. Ce qui est frappant, c'est ce qui est frappant en effet sur cette haine et sur le fait que aujourd'hui, l'humour, le second degré, c'est pas possible. C'est devenu impossible parce que, comme vous l'avez dit, c'est l'avatar d'une religion et évidemment, il faut à chaque fois que vous entrez dans la nef de l'écologie, vous passez devant l'autel de l'écologie, vous faites une génuflexion. Si vous ne faites pas la génuflexion, à ce moment-là, vous êtes tout de suite pris. Moi, ce qui me frappe, c'est les politiques qui embrayent derrière. Les politiques. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ils écrivent le même tweet. C'est-à-dire que Sandrine Rousseau, mot pour mot, écrit le même tweet. Alors, je l'ai, le tweet de Sandrine Rousseau. C'est le même, vous allez voir, tweet que Manon Aubry. Ce qui est très intéressant d'ailleurs. Imaginez leur réaction quand ils sauront que la prochaine Coupe du Monde est au Qatar dans des stades climatisés avec les droits humains. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Mais allez-y. Ça, c'est ce qu'a dit Sandrine Rousseau. Et Il y en a un autre 6500 ouvriers morts, le fou rire de leur vie. Hashtag Androcène, Sandrine Rousseau. Oui, parce qu'il faut bien fourguer son livre au passage. Voilà. Et Manon Aubry a écrit alors, quand ils vont être questionnés sur la Coupe du Monde de Qatar, qui se joue dans les stades climatisés construits sur 6500 cadavres ouvriers, ils vont avoir un fou rire d'une nuit entière, tellement loin du foot populaire qu'on aime. C'est les mêmes éléments de langage. Alors, si vous rajoutez à cela, évidemment, bien sûr, que Madame Hidalgo, qui essaie désespérément de se refaire la... Madame 2%. Oui, enfin, un et quelques, qui essaie de se faire... Qui a été... J'avais dit, je ne vais pas ironiser sur les personnes qui ont saccagé Paris, qui a empantilé Paris et qui a enlaidi Paris. Ouais. Voilà. Et donc, tout de suite... Et alors, ce qui est drôle, c'est que c'est dans son tweet, elle en appelle à Béliard. Parce que pour que Béliard, évidemment, enchaîne avec ses amis. Mais elle sera au stade quand même ce soir. Bien sûr. Si c'est pas un mode de harcèlement, c'est-à-dire que non seulement c'est un mode de harcèlement, là, que des politiques. C'est-à-dire, les politiques, en fait, ces politiques aujourd'hui, ce type de politique... Déconnecté du public, parce que le public, évidemment, il s'amuse sans doute sur le mot de Galtier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se comporte, ça ferait réfléchir, ça fait certainement, Nathan en écrirait plein de choses, ils se comportent comme des trolls. Les politiques se comportent comme des trolls. C'est tout. Je suis assez d'accord avec vous. Moi, j'avais une certaine considération au départ pour la ministre des Sports. J'ai compris quand elle a exécuté le directeur du rugby en France, d'une manière à peine convenable, quand même, disons-le. Elle l'a exécuté. J'ai compris que, voilà, on est dans le politiquement correct, dans la communication. Madame Oudéa-Castéra, effectivement, alors, elle a pris la parole pour fustiger, là aussi, Christophe Galtier. Bien sûr, Monsieur Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables, on en parle. Donc voilà le monde politique aujourd'hui. Ce monde politique qui nous a mis là où on est. Attention, la crise énergétique, c'est eux. Les mauvais choix, c'est eux. C'est tous ces hauts fonctionnaires, tous ces petits hommes gris. On est là à cause de gens comme eux. Et aujourd'hui, ils viennent nous donner des leçons. Attention. Et personne ne va dire, par exemple, que, paradoxalement, le PSG, lorsqu'ils vont à Lille, ils prennent le bus. Je suis désolé, ils prennent le bus pour aller à Lille. Là, du coup, il n'y a pas de... Ils savent très bien... Madame Hidalgo et que juste une seconde, le ministère... Et que pendant ce temps-là, le ministère de la Transition écologique, d'accord, est allumé toute la nuit. La tour Sequoia à la Défense. Oui. Oui, non, mais excusez-moi, mais Amélie Oudéa, donner l'exemple. Amélie Oudéa-Castéra. Ce qui est d'ailleurs interdit. Ce qui est interdit par la loi. Amélie Oudéa-Castéra, c'est facile d'attaquer Christophe Galtier. Mais elle ira à la Coupe du Monde au Qatar. Elle sera présente là-bas. Donc les leçons, qu'elle les garde. Non, mais c'est vrai. Oui. Mais je ne peux pas vous dire autre chose. Vrai ou pas? Bien sûr. Bon. Anne Hidalgo. Elle a tweeté, Anne Hidalgo. Ce matin aussi, tout le monde tweet son petit tweet. Tout le monde fait son petit tweet. Non, mais ça ne va pas de répondre des trucs pareils. On se réveille, les gars. Non, mais on infantilise les gens. Voilà comment on parle. Vous imaginez Jacques Chirac, maire de Paris, disant ça il y a 20 ans. Alors, non, ça ne va pas de répondre des trucs pareils.
Ce sont des Quel trolls. monde! Ce sont des Mais non, trolls. mais vous riez, mais quel ils deviennent monde! des trolls. Évidemment, nous on a été élevés avec D'Artagnan, avec Cyrano, Ça fait avec, rire, hein. Don Quichotte, et on est avec ces gens-là, on est avec Planchet, on est avec les valets. C'est ça la réalité, c'est une question d'état d'esprit. Ce monde m'afflige. Pas vous, Vincent Herbert? En route, à cheval, plancher à cheval. Mais non, La vie n'attend pas. Ça, c'est D'Artagnan amoureux. Et oui, Ah. oui, À on cheval, est Planchet, plus la vie D'Artagnan n'attend que pas. Planchet. Non, je sais pas. Écoutez, pardonnez-moi, moi je connais pas Monsieur Galtier. Je connais Oui. même pas. C'est la honte sur moi, c'est vraiment épouvantable. J'ai remarqué que l'époque aimait bien clouer au pilori quelqu'un Oui. tous les jours. Tous les jours, il faut. Voilà, il Bon, faut. bref. Et ben moi, j'aime pas Je ça. suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Sauf que, quand même, cette scène de conférence de presse est fascinante parce que ce type-là, à côté, flanqué de son joueur, est d'une arrogance, quand même, pardon de le dire. Il est quand même. La question n'est pas idiote, elle est posée poliment, et il répond en se moquant du journaliste qui l'interviewe, qu'on ne voit pas, qui est en off, avec, avec une arrogance que pas un acteur, pas un politique que vous brocardez, pas un auteur, pas un homme d'affaires, pas un chef d'entreprise n'oserait. Il les renvoie. C'est ça qui est bien. Tais-toi, minable, ta Oui. question est idiote, on n'a même pas à y répondre. Mais- C'est un peu ça quand même, et c'est un peu dérangeant. Mais je trouve. pardonnez-moi, sur le Peut-être. fond, il se trouve que moi je connais un peu le football, sur le fond, faire un procès au vol privé du PSG, c'est idiot. Non, mais c'est un peu bizarre quand même, pardon. Pardonnez-moi, mais Non, non, c'est complètement attendez, idiot. Le stade de la Beaujoire, vous connaissez bien, Oui, l'aéroport de Saint-Nazaire, ça doit faire 60 km Oui, en oui. bus, Oui. pour repartir de l'autre côté, oui. où il serait resté 60 km plus loin, il serait Mais, resté... mais Vincent, sauf que le match il se termine à quelle heure? Bah oui. À mais, 23 non, mais heures. quitte à être dans le bus, restez-y, puis allez jusqu'à Non, Paris. mais il faut des trains- pardonnez-moi, Il faut des pardonnez-moi. trains de nuit. Sauf- Non, mais pas. sauf- Le fait de le mettre en cause, Mais cette polémique, c'est elle est des ridicule, gens je suis qui ne d'accord se- avec tout ce qui s'est dit sur le Mais plateau. c'est des gens qui ne savent, Bon. qui ne savent pas de quoi ils parlent. Parce qu'il n'y a pas de train la nuit. Oui. Parce que tu vas pas mettre Neymar et Messi à la gare Montparnasse. Non, mais- Parce que ça, tu es obligé de évidemment, ce mettre sera des meutes. Mais mais t'es ils peuvent- obligé de mettre un service de sécurité XXL. À que 2 tout heures ça du matin à Montparnasse, il ne doit pas y avoir quand même trop de monde. Mais Mais pourquoi surtout, ils il y sont a pas pas de restés- train. Non, mais moi, je Surtout pose la question ça. naïvement. Pourquoi ils ne sont pas restés dans le bus pour aller jusqu'à Paris? Pardon? Pourquoi ils ne sont pas restés dans leur bus qu'ils ont pris en ce temps du match pour aller à l'aéroport Vous de voulez faire- Saint-Nazaire à l'autre bout? pour Parce repartir que vous dans voulez l'autre sens? faire des joueurs de football qui jouent ce soir contre la Juventus, Ah oui. vous voulez leur faire 5 heures de train de Non, deux heures- de car? Bah, vous leur avez fait 1 heure, il y en aurait eu deux de plus, quoi. Non, c'est absurde. Franchement, vous êtes. Non. Vous savez pas de quoi vous parlez. Bah non, Pardonnez-moi de je le dis- dire comme ça, en fait. Ah non, je C'est-à-dire pose une question naïve. un footballeur, le football aujourd'hui, c'est un footballeur de haut niveau, c'est un sportif vraiment qui exige des paramètres très précis. Chaque minute de récupération compte. Quand tu as un match comme ce soir contre la Juventus de Turin, bah, tu fais en sorte que ton joueur il soit le mieux préparé. Donc si après un match de football, tu lui fais faire 5 heures de quart, c'est sans doute moins bien que s'il est chez lui couché plus tôt pour récupérer. C'est ça la vérité. Et cette polémique, elle n'a même pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être. Moi, je veux bien que on interdise tous les vols privés en France, tous les vols de jets privés en France, mais le PSG fait ce qu'il veut, me semble-t-il. C'est pour ça, on est dans une folie aujourd'hui, ce que vous disiez très, très, très justement. Parce que Libération a révélé que le PSG était en contact avec les SNCF précédemment, justement pour pallier un certain nombre de problèmes, train de nuit et puis sécurité. Évidemment, la question de sécurité, parce qu'évidemment, bien sûr, les joueurs ne manqueraient pas d'être, disons, harcelés par les supporters anglais. Et vous parlez d'arrogance, c'est le langage sportif, Christophe Galtier, qu'il a eu. C'est pas du tout de l'arrogance. C'est un sportif. Ah non, c'est non, pas un intellectuel. C'est pas quelqu'un qui. C'est pas justement. Moi, j'aime les sportifs pour ça, parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de tartufferie. Il a dit, vous voulez quoi, qu'on parte en char à voile? C'est un langage de sportif. Au contraire, dans la société d'aujourd'hui, c'est sain la manière dont il a parlé. Écoutez François Ruffin, parce que lui, il n'est pas sur cette ligne-là. Moi, je serais partisan de la contrainte, mais de la contrainte démocratiquement organisée. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de jet
privés qui font Paris-Nantes. On l'interdit, et j'y étais pour quelque chose, sur les vols où on disait que voilà, s'il y avait une alternative avec plus de 2h30 de train, eh ben, on devait prendre le train. Là, les joueurs du PSG, quand on habite à Paris, on a tous les trains qu'on veut à la gare Montparnasse, à la gare du Nord, à la gare de l'Est, à la gare d'Austerlitz. On prend le train. Et vous savez, c'est même une nécessité de ramener les élites, pas seulement les élites footballistiques, mais les élites économiques et les élites politiques, les pieds sur terre. Voilà l'alternative, la contrainte. Voilà ce qu'ils veulent dans notre société. C'est pour ça qu'il faut se battre. Vous vous rendez pas compte le moment que nous vivons? Vous préférez François Ruffin à Christophe Galtier? Moi, je préfère dîner avec Christophe Galtier. Alors qu'encore une fois, je le répète, mais c'est parce que sans doute que dans 40 ou 50 ans, il y aura des avions qui pourront faire sans dépenser une seule goutte de CO2. Si vous voulez, des avions décarbonés, ça existera. Donc, une fois, vous disiez, Joseph Massescaron, que le premier réflexe de certains écologistes, c'est d'interdire avant de vouloir remplacer. Moi, je pense au contraire que ça doit être de vouloir remplacer, même si c'est à long terme, même si ça suppose de faire de la recherche scientifique pendant des décennies. Ça suppose la science, alors surtout pas. Voilà. Ça suppose la technique, Exactement. surtout pas. Oui. Voilà, c'est diabolique. Charlotte, je vous ai pas entendu. Non, mais moi, il y a deux choses que je retiens de tout ce que vous avez dit, parce que c'est pareil, je suis pas une spécialiste de loin. Bon, la première chose, quand même, c'est dans le tweet, alors je crois que c'est Sandrine Rousseau tout à l'heure, la comparaison, je m'en suis permise depuis tout à l'heure, la comparaison entre le Paris-Nantes en jet de Mbappé et ses copains et les esclaves qui sont morts sur les chantiers au Qatar. Je ne sais pas si elle arrive à faire la différence quand même de gravité entre les deux, mais ce serait bien que son intelligence y parvienne. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est en vous écoutant notamment, en disant, effectivement, vous dites des choses auxquelles on ne pense pas naturellement, c'est-à-dire Messi et Mbappé à la gare, quelle que soit l'heure. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui feraient le déplacement, même en plein milieu de la nuit. C'est absolument ingérable. La question de la préparation. Donc, en vous écoutant et en ayant la connaissance sur le sujet qui nous occupe, on comprend que l'écologie bascule dans l'écologisme, c'est-à-dire l'idéologie la plus pure, quand elle se moque pertinemment et systématiquement de la réalité, en fait. Et c'est systématique chez eux. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que vous disiez, ils ont tous fait le même tweet. Évidemment, ils le copient, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils répètent en boucle, c'est la question de l'avion par rapport à tout le reste, cette obsession. Parce que par ailleurs, que pèse le jet, en l'occurrence Paris-Nantes, sur la pollution dans le monde? Enfin bon, Donc c'est à la fois un manque de réalisme et genre une guerre contre la réalité permanente. Et en effet, moi je vous rejoins assez. Alors c'est un milieu qui peut être arrogant par mille manières. Il est pas mais là, arrogant. franchement, non mais qui peut être Le mot très arrogant bling bling. Non mais dans ce il n'a pas milieu-là, compris, Vincent. Il le décode mal. Non, mais C'est dans un ce langage de sportif. ce que je veux dire, c'est que dans ce milieu-là, parfois de l'extérieur, on voit des choses, on se dit, ils n'ont pas l'âge, il y a une démesure complète, etc. Très bien. Maintenant, là, moi, honnêtement, j'ai entendu la réponse. Il m'a fait plaisir, quoi. Je peux pas dire autre chose. Il m'a fait plaisir. Là, vraiment, ça fait parce que, en effet, personne n'oserait ailleurs, mais parce que personne n'oserait par peur de ce qui se passe aujourd'hui, par trouille de Bien blasphémer sûr. en fait la nouvelle religion. C'est pour ça que j'ai parlé de Ouais. D'Artagnan. C'est pour ça que j'ai parlé de Cyrano. C'est pour ça que c'est un flamboyant, Christophe Galtier. J'allais dire, c'est un homme. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est un homme. Sur le terrain, c'était un homme. Croyez-moi. Alors, de dire ça de quelqu'un... Ah oui, c'est Hein, genré. Ça, c'est genre genré. scène, ouais. Mais croyez-moi, les gens qui rencontraient, Vous voulez sa c'est mort. un homme avec, mais non, c'est un homme avec les valeurs à l'ancienne, l'honneur, la parole donnée, Le panache. le panache. Voilà, c'est ça. Pas qu'on retrouve parfois comme intègre chez les sportifs de haut niveau, quelque chose de noble. Ah ça il n'est pas déconstruit. Hein. Oui, quelque chose de noble. Il est Voilà, pas déconstruit. c'est pas, je filoute, hein, voilà. Et puis si j'ai bien compris. Et puis je dis pas les choses pour plaire, ils s'en fichent. Non, mais si j'ai bien compris, alors là, c'est vous qui allez nous dire, mais il se comporte exactement de la même manière avec ses joueurs. Ah, Et ça, pareil. c'est plutôt une bonne Ah non, mais nouvelle, alors, parce que le- vu alors, ce qu'ils sont devenus, Il est il d'une est comme pièce. ça avec tout le monde. Il est d'une pièce. Voilà, il y a quelque chose. C'est pas. Alors que ceux qui dirigent, si t'es toxique pour eux, ils te lâchent. Madame Oudéa Castéra, le directeur du rugby, il a été évincé comme un chien tout de suite. Boum, sorti. Eh oui. Alors que bon courage hein, à la Coupe du Monde de rugby. Bon courage maintenant, parce qu'ils avaient quelqu'un de qualité. Absolument. Bon, mais bon courage à eux. Hein. Bon courage à eux. Et puis il y a une question derrière qui est à mon avis philosophique ou politique, c'est que est-ce qu'on veut d'une société où chacun ait le même droit à polluer?
Si vous voulez, c'est exactement la même chose que la question des inégalités économiques. Moi, je trouve ça tout à fait normal que dans une société, par exemple, moi, je travaille chez moi pour écrire ou pour lire, je pollue très très peu, sans doute une moyenne inférieure à la moyenne des Français, mais je trouve ça tout à fait normal qu'il y ait des gens qui emploient des dizaines de milliers de personnes, des milliers de personnes ou des grands footballeurs qui polluent bien davantage que moi. C'est normal, de la même manière qu'il y ait des inégalités de revenus. Et ça, si vous voulez, si on n'est pas capable de penser ça, on ne peut pas penser l'écologie. Ça, ce n'est plus audible, cher ami. Mais je le dis. Il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres ne le soient pas. Écoutons Agnès Pannier-Runacher, qui, elle, avait inventé vraiment cette mesure importante que les commerçants ferment leurs portes. Voilà, oui. Et là encore, j'ai cité, moi j'étais à La Baule cet été, je me suis baladé dans toute l'avenue de Gaulle. Tous les magasins étaient ouverts. Donc je suis rentré, j'ai dit pourquoi vous ouvrez votre porte? Mais parce que si on ferme nos portes, c'est 40% de chiffre d'affaires en moins. Voilà. C'est toujours pareil, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ah oui. C'est ce que vous disiez, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils appliquent. Donc tu veux emmerder les Français sur tout et toujours et tout le temps. Agnès Pannier-Runacher. La réaction de Fabien Galtier et de Kylian Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique. Et je crois que tous les Français aujourd'hui ont pris la mesure de ce réchauffement climatique cet été. Et c'est ça qui est choquant dans leurs propos, c'est d'en faire quelque chose qui est anecdotique. Le PSG n'est pas au-dessus de la loi, n'est pas au-dessus de ses considérations. Et moi, Non mais c'était peut-être une plaisanterie, peut-être qu'on peut avoir encore un petit peu d'humour dans ce pays ou pas. Dites-le nous. C'était un peu, je dirais, humiliant par rapport à la question posée par le journaliste. Vous avez vu, c'est tout le même lexique. Humiliant, rien d'humiliant là-dedans. Mais c'est toujours pareil, vous m'avez blessé. Pas le droit de faire de l'humour, puisque dès que tu fais de l'humour, tu blesses quelqu'un. Non, respecte-moi. Voilà, c'est toujours, je n'en peux plus, en fait, de ce langage-là. Par ailleurs, le PSG n'est pas au-dessus de la loi, mais c'est pas interdit par la loi, me semble-t-il. Oui, mais elle dit n'importe quoi. Mais madame, elle dit en gros, elle, n'importe quoi. Sur tous les sujets. Et là-dessus. Non, mais c'est vrai, dès qu'elle prend la parole, elle dit n'importe quoi. Et son ministère reste allumé la nuit. Donc elle dit n'importe quoi. Là, c'est à chaque fois là-dessus. Non, mais ce que vous dites, vous connaissez la toute séquilla. C'est absolument. Mais ce que vient de dire Charlotte est très juste. Le PSG n'est pas au-dessus de la loi. C'est pas interdit par la loi. C'est pas interdit par la loi. Que je sache de prendre. Vous voyez, ces gens-là, ils ont perdu le sens commun. Ce matin, on est. Moi, je me suis réveillé, j'ai écouté toutes les radios, mais c'est extravagant ce qu'on entend. On va écouter Monsieur Corbière peut-être maintenant. La réaction est affligeante, surtout de la part de l'entraîneur. Ils peuvent répondre, c'est à demander au staff, à la direction du club, c'est pas notre sujet, on est venu pour faire une conférence de presse sportive, ça je l'aurais compris. Mais éclater de rire. Et après, comme le fait M. Galtier, qui est un homme plus d'âge mûr, du genre, ah ouais, on y a réfléchi, on va y aller en char à voile, c'est affligeant. Et c'est grave. Il y a des choses, que vous le vouliez ou non, en raison de la passion que vous suscitez, en raison de l'argent que cela représente, en raison de l'enjeu de société, il y a quand même des choses sur lesquelles on ne peut pas être indifférent. On ne peut pas être indifférent à ce qui se passe au Qatar et les conditions de cette Coupe du Monde. On ne peut pas être indifférent au réchauffement climatique et la manière dont un grand club se déplace. Et si, comment dirais-je, la question, il n'est pas affûté pour y répondre, il se tait. Et l'humour qu'il fait montre que franchement, ces gens sont extrêmement décevants. On peut avoir la passion du sport sans être un bourrin qui n'a rien à fiche de ce qui se passe, quoi. Parce que le jour où vraiment on sera en difficulté, enfin, je veux dire, même s'ils y mettront du pognon, on n'arrivera plus à jouer, quoi. S'il fait trop chaud, enfin, je crois que tout le monde le comprend, bon sang. C'est un procès. Et puis c'est en plus la volonté de censurer. Il se tait. Alors maintenant, puisqu'on y est, on devrait lui faire. Mais s'il n'est pas affûté pour répondre, il se tait. Oui, c'est pas qu'il est arrogant dans l'histoire. Ah oui, là pour le coup, c'est l'arrogance. Charlotte a raison. Voilà. Donc maintenant, Galtier, il faut lui fleurdelliser l'épaule, puisque vous parliez tout à l'heure de D'Artagnan, hein, place de la Concorde, et puis lui couper une main, quoi. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. Ouais. Et puis là où c'est vraiment dommage, c'est qu'il y a un point où Ruffin et Corbière ont raison, c'est que la Coupe du Monde au Qatar est vraiment problématique pour des raisons écologiques, humanitaires, etc. Mais si vous voulez, le danger, comme le disait Charlotte, de tout mettre sur le même plan, un voyage qui était, comme vous l'avez montré, qui était incontournable, et quelque chose qui relève du drame écologique et du drame humain, c'est précisément là qu'on ne sortira jamais de ce problème. Et on retrouve les réflexes du Covid derrière. C'est-à-dire c'est la même invocation de la science à des fins liberticides. C'est la même grille de lecture avec les mêmes grands prêtres qui parlent, la même espace médiatique, les mêmes Torquemada qui posent des questions en conférence de presse. C'est exactement la même chose. Avec le même petit ton culpabilisant. Exactement, c'est la même chose. Pourrait d'ailleurs et donc nous, on a la
même position. D'accord, tout comme moi. On pourrait disserter longtemps sur la question aussi. Ah. Ça pourrait faire l'objet. Ah ben la question, bien sûr, mais évidemment, parce que c'est journalisme Torquemada. Ça vous laisse songeur, hein, monsieur. Oui. Hein, Non, vous connaissez l'aéroport de Saint-Nazaire? Oui. Mais quel est le rapport? Non, parce que je trouve ça bizarre que l'aéroport du Nord-Atlantique est Château-Bougon. Oui. Non, mais tu peux pas Il est fermé. Non, mais il est fermé après-midi. Ah oui. En revanche, la pause. Donc on en a terminé a priori avec le PSG, en tout cas pour l'affaire du char à voile. Audrey Berthaud, il est à 9h30. Une enquête a été ouverte après l'agression d'un juif orthodoxe à Strasbourg. Un homme l'a volontairement fait tomber de son vélo ce week-end avant de s'enfuir. La victime est gravement blessée et souffre de multiples fractures, notamment au nez, au bras et aux côtes. Au moment de l'agression, sa kippa a été cachée par son casque de vélo, mais il portait une tenue traditionnelle juive orthodoxe. Boris Johnson va officiellement présenter sa démission à la reine Elisabeth aujourd'hui. La passation de pouvoir avec Liz Truss est organisée à Balmoral, résidence d'été de la monarque. Elle rentrera ensuite à Londres pour s'adresser aux Britanniques dans l'après-midi. Boris Johnson promet son fervent soutien à Liz Truss. Enfin, Météo France a placé en vigilance orange orage 15 départements du centre-est et du nord-est, s'ajoutant aux 2 départements du sud déjà en alerte. Dans ces 15 départements, la situation est encore calme. L'événement n'a pas encore débuté. Quand même de Mbappé qui a répondu sur l'affaire Pogba hier, toujours en conférence de presse. Au jour d'aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Voilà, il m'a appelé, il m'a donné sa version des faits. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense dans l'intérêt de la sélection aussi. Je pense qu'on a une grande compétition et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est déjà dans certains problèmes. Je pense que c'est pas le moment d'en rajouter pour lui. Et voilà, on va voir comment ça se passe. Je suis assez détaché de tout ça. Bon. Manifestement, au jour d'aujourd'hui, il a voulu apaiser les choses. À l'heure où on parle. Il a voulu apaiser les choses. Et c'est une bonne chose. Bon, on va parler d'énergie avec les propos d'Emmanuel Macron. Juste un mot, Vincent Herouet, parce que vous m'intéressez. Ségolène Royal, la polémique sur le fond et sur la forme. Je voulais votre avis. Sur le fond, par exemple, ce qu'elle a dit. Oui, elle l'a mal dit, elle s'en est excusée, et on est revenu. Quelle est votre question vraiment? Vous avez bien compris. Non, c'est quoi? Est-ce qu'elle dit n'importe quoi? Est-ce qu'il y a des informations côté ukrainien? Est-ce qu'il y a de la manip de l'information côté ukrainien? Est-ce qu'il y a des difficultés à faire la distinguo entre... est-ce qu'il y a des crimes de guerre qui ont été commis ukrainiens? Parce qu'il faut préciser la question. Vous comprenez bien ce que je veux dire sur Mariupol, par exemple, et lorsqu'elle dit s'il y avait eu des morts, on aurait vu avec... Non, mais il y a une histoire secrète de la guerre qu'il faudra écrire un jour, parce que c'est une guerre qui est très difficile à comprendre sur le terrain, puisque les forces armées sont au milieu des civils. Souvent, les civils servent d'une manière délibérée ou d'une manière involontaire de bouclier aux combattants, que c'est un peuple qui résiste. Des crimes de guerre ont été commis par les Russes, personne ne peut en douter. Ils sont documentés, ils sont avérés. Et la réaction de Moscou, qui n'a même pas imaginé d'ouvrir une enquête de commandement sur un certain nombre de massacres qui lui étaient présentés, est d'ailleurs révélateur. C'est un aveu implicite. D'accord. Est-ce que côté ukrainien, il y a eu aussi des crimes de guerre? Je suis prêt à le parier, évidemment. Évidemment. C'est une sale guerre qui se joue là. C'est une sale guerre qui s'est jouée depuis 2014 dans le Donbass. Il y a beaucoup de civils. Toutes les guerres fratricides sont aussi... Oui, en plus, ça a un côté guerre civile, évidemment. Donc, d'une certaine manière, Ségolène Royal enfonce les portes ouvertes. Elle le fait avec une grande maladresse, cela étant, parce que elle laisse penser, elle laisse prospérer tout un complotisme et un récit alternatif qui est celui que la propagande russe ne cesse d'une manière assez bornée de ventiler sur les médias sociaux, qui est... en même temps, et c'est ce qui m'a frappé... Est-ce que je vous réponds ou est-ce que oui, je non, réponds à la votre question réponse que vous n'avez pas posée? Non, votre réponse est excellente, mais en même temps, ce qui m'a frappé, c'est qu'on lui fait dire ce qu'elle n'a pas dit. Oui, c'est vrai.
Ah oui, mais c'est vrai, quand même... c'est vrai, Et c'est toujours les mêmes procédés. C'est vrai. C'est-à-dire que quand tu ne rentres pas dans la doxa, vrai. on te reproche ce que tu n'as pas dit. Donc c'est très compliqué. Il y a toujours eu chez Ségolène Royal une forme de fraîcheur. Oui. Non, mais c'est difficile quand même de reprocher à quelqu'un... de la politique étrangère. Je veux dire, sa bravitude sur les murailles. Oui, non, mais les procès en sur le sorcellerie, muraille de c'est toujours Chine. la même chose. On te dit, mais j'ai jamais dit ça. On te reproche ce que tu n'as pas dit. Bon. Si je peux, là c'est l'ancien journaliste politique qui intervient. Madame Ségolène Royal, elle sait aussi très bien ce qu'elle fait. Oui, sans doute. Vous parlez de fraîcheur, là, Vincent, en fait, on ne va pas être d'accord parce qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Non, mais Madame Ségolène Royal, je termine. pas. Madame Ségolène Royal, c'est un secret de polichinelle, postule, n'est-ce pas, pour être sur la tête de liste de la France insoumise aux prochaines européennes. Voilà, c'est ça ce qu'elle veut. C'est ça. Donc elle se rappelle, attends. Oui, parce que Madame Ségolène Royal, elle cherche désespérément un point de chute. Oui. Bah oui, pardonnez-moi. Je précise que c'est du second degré pour nos téléspectateurs, ce que vous dites, bien évidemment. Bon, l'énergie. On va être avec Monsieur Ritmaten aussi dans un instant, parce que j'ai appris cette chose folle, c'est que bientôt, le plein d'électricité pour faire avancer sa voiture sera plus cher que le plein de diesel. Bien. C'est bien, c'est-à-dire qu'on a arrêté le thermique. Mais vous ne pourrez pas faire le plein, on a arrêté le thermique. Non, mais vous ne pourrez pas faire le plein. C'est comme on a arrêté le thermique, il faudra peut-être aller aux heures creuses. Et dès le 1er octobre, en Angleterre, on va être aussi avec Sarah Menaille tout à l'heure qui nous expliquera ça. J'ai appris ça ces dernières heures, c'est formidable. Mais écoutons Emmanuel Macron qui dit qu'on est en guerre, alors qu'hier, il disait le contraire, qu'on n'était plus en guerre. On est en guerre maintenant. Face au défi qui est le nôtre aujourd'hui, on doit aller beaucoup plus vite dans la production de ces énergies renouvelables. Et donc simplifier les choses drastiquement. Nous sommes en guerre, c'est un état de fait. L'énergie fait partie des instruments de guerre utilisés par la Russie. Et donc nous devons absolument nous mettre en situation de produire plus vite des sources alternatives d'électricité. Pourquoi ce mot guerre alors qu'il disait qu'on n'était pas en guerre? Il a passé son temps sur ce sujet à dire qu'on n'est pas en guerre depuis 6 mois. On a passé des extraits hier, je veux bien qu'on les repasse ce soir, ce matin d'ailleurs. Et pourquoi ce changement de pied sur le mot guerre? On fait de la sémantique. Oui. Moi, je crois qu'il s'est laissé. Je crois qu'il n'a pas réalisé tout à fait ce qu'il disait. C'est-à-dire que c'est l'ancien banquier là qui a parlé, c'est l'ancien financier. Vous savez, c'est tout ce langage militaire qu'on utilise dans les entreprises, en permanence, les lignes de front, la guerre, etc., la bataille, il faut mettre les... Bon. Il y a tout un langage comme ça, paramilitaire, qui est utilisé dans le monde du management. Et auquel Emmanuel Macron était très familier. Mais si on parle de guerre, si réellement nous sommes en guerre contre la Russie, il faut absolument qu'on nous le dise. Mais il a dit le contraire. Et qu'on assume. Mais il nous a dit, tiens, alors écoutons ce qu'il a dit. On est dans la zone grise. Écoutons les trois. Il y a 3 passages, on va écouter, où il nous a dit le contraire depuis le mois de mars. Écoutez. Initiatives diplomatiques, sanctions contre les dirigeants politiques et économiques de la Russie, soutien à la population ukrainienne vont ainsi se poursuivre et s'intensifier avec pour objectif d'obtenir l'arrêt des combats. Et pour autant, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Les Ukrainiennes et les Ukrainiens nous donnent un exemple unique, celui du courage. Nous ne faisons pas la guerre, nous, Européens, aujourd'hui, à la Russie. Nous luttons et lutterons contre l'impunité des crimes inqualifiables commis par la Russie en Ukraine. Nous ne sommes pas pour autant en guerre contre la Russie. Ah, ça, c'est cruel. Hélas. Vraiment... Je n'arrive pas à comprendre. Et après, on va parler de parce qu'on s'en défend. On s'en défend mordicus. On pourrait... Et personne n'a intérêt à penser ou à laisser penser qu'on est en guerre avec la Russie. Ni les Russes, qui seraient obligés de nous combattre, et combattre l'ensemble de l'Union européenne serait quand même un petit peu dur pour le Kremlin, ni nous-mêmes, qui n'avons pas envie de défier une puissance, de tirer les moustaches d'un ours qui a dans sa besace ou dans sa caverne autant de missiles nucléaires. Donc personne n'a intérêt à dire la vérité, c'est qu'on est dans une zone grise où on est tout près de la guerre quand même. D'accord. Personne ne veut le savoir. Hein? Oui, c'est vrai qu'on est dans une zone grise, mais il y a peut-être une hypothèse qui expliquerait ça, je ne sais pas, c'est juste une hypothèse. Mais sans doute que Macron, quand il disait précédemment... Qu'Emmanuel Macron, le président, quand il disait que nous n'étions pas en guerre, c'était aussi pour ménager Vladimir Poutine.
il y avait encore un dialogue qui avait lieu et Emmanuel Macron attendait que ce dialogue puisse et un petit peu porter des fruits, même si sans doute il ne se faisait pas d'illusions. Et là, à partir du moment où le dialogue est au point mort et que il est totalement, il n'y a plus aucun espoir sur ce plan-là, peut-être qu'il n'a plus peur d'employer certains mots qu'il n'employait pas, parce qu'à l'époque où Emmanuel Macron disait qu'on n'était pas en guerre, Bruno Le Maire disait « nous sommes en guerre économique », ce qui d'un point de vue factuel était vrai. Ce qui avait lieu était une guerre économique, là il y a une guerre énergétique, et donc peut-être que là il y a une forme de calibrage du discours. Deuxième passage que je vous propose sur la conférence de presse, intervention qu'a fait le président de la République hier soir. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas de notre faute, dit-il, c'est la faute des autres. Élu président de la République, je vous le rappelle, le peuple souverain avait voté une loi qui était la réduction de 50% du nucléaire à horizon 2025. Quelques mois après mon élection, avec le ministre en charge de la transition climatique, qui était alors Nicolas Hulot, nous avons porté de repousser cette échéance de 10 ans. Et donc, dès le début, nous avons redonné de la visibilité à la filière nucléaire. C'est absolument inacceptable que les gens qui ont eu la responsabilité des travaux de maintenance du parc installé puissent expliquer aujourd'hui que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Parce que dès les premiers mois de mon premier mandat, nous avons redonné de la visibilité à la filière, en expliquant qu'on allait décaler de 10 ans les objectifs qui étaient initialement prévus, en redonnant de la confiance à la filière, en redonnant des objectifs. Les travaux de grand carénage ont été décidés, et les investissements en formation et pour l'entreprise ont été pris. Donc chacun à sa place doit prendre ses responsabilités. Pour ma part, je les ai prises. Un réacteur sur deux est aujourd'hui à l'arrêt en France, et la filière nucléaire, on était en pointe et aujourd'hui on est en difficulté. Mais c'est surtout l'assurance dans le propos. C'est-à-dire que j'ai vu notamment sur ce plateau, moi c'est pas... là encore une fois, j'ai pas une passion pour ou contre le nucléaire. Enfin, j'ai toujours un peu du mal avec les gens qui sont passionnés pour ou contre le nucléaire, comme si de leur vie en dépendait directement. Mais l'indépendance de la France en dépend. Hein. Je comprends bien... l'indépendance de la France en dépend. Non mais je veux dire, dans la rue ou à la machine à café, les gens sont contre le nucléaire comme si c'était... Bref, la plupart des gens n'y connaissent rien, c'est ça que je veux dire. Et moi y compris, évidemment. Et simplement, j'ai vu des vidéos passer ces derniers jours d'Emmanuel Macron avec la même... Alors là, pour le coup, arrogance, genre, vous n'avez rien compris, disons l'exact contraire pendant son mandat. Extrêmement fier de fermer des centrales nucléaires. Donc on a passé ce passage de manipulation par la parole qui est complètement dingue, là, franchement. On a passé ce passage qui est là aussi cruel. Mais avec Emmanuel Macron, tous les jours, je pourrais faire thèse, antithèse. Oui, c'est ça. Du en même temps. Comment tous les jours, je pourrais prendre un passage où il dit ça, un passage où il dit l'exact contraire. Non, mais donc, et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe. Ouais. C'est pour ça qu'on a du mal à adhérer à la parole. Non, mais la réalité, elle est tellement prosaïque. C'est-à-dire que, justement, cet abandon progressif, en tout cas, cette pression qui a été mise sur Jean-Bernard Lévy pendant X temps, est due d'abord à une question de casting. C'est tout. C'est-à-dire dû au fait qu'il fallait absolument, dans ce gouvernement, Nicolas Hulot. Oui. Avec les résultats que l'on a vus. Bien sûr. Fantastique pour l'écologie. On a vraiment avancé. Mais on a passé l'extrait la semaine dernière, je vais bien le repasser, de Nicolas Sarkozy parlant du nucléaire en 2012, le soir du grand débat. Il dit tout, et il le dit bien. Et s'il avait été élu en 2012, ce jour-là, on n'en serait pas là sur ce sujet. Au moins sur ce sujet, je ne veux même pas parler des autres. Mais sur ce sujet, on serait moins en difficulté si Nicolas Sarkozy avait été élu en 2012 sur le nucléaire. Éric de Ritmaten est avec nous. Je pense, j'espère. Éric, est-ce que vous êtes là ? Je suis là, mon cher Pascal. Je vous vois, je vous entends, c'est parfait. J'ai appris, mais je voudrais que vous me le confirmiez, est-il exact, il n'y a pas de bouclier tarifaire en Angleterre. C'est vrai. Qui nous protège, nous. Il n'y a pas de bouclier tarifaire, je rappelle, pour les entreprises, mais il y en a pour les particuliers. Bon. Donc, on va, et ça c'est une bonne chose, que l'État met en place, puisqu'on ne va pas exploser les prix. Mais est-il exact que le plein, si j'ose dire, en électricité pour une voiture va bientôt coûter plus cher au Royaume-Uni qu'une voiture thermique ? Alors, c'est une étude du Royal Automobile Club, donc c'est une étude sérieuse. Alors, ils ont un peu fait de la provocation, ils sont partis sur des voitures très grosses, les grosses voitures, les Anglais, vous savez, ont des plus grosses voitures que les Français, et donc quand il faut charger, ils ont fait le calcul, vous allez le voir, j'ai regardé, j'ai fait moi-même le calcul pour vérifier, un plein électrique actuellement
c'est 59 € pour une grosse voiture. Et bien, à partir du mois d'octobre, comme vous allez avoir l'électricité qui va augmenter de 80%, je pèse mes mots, 80% de hausse annoncée au Royaume-Uni, eh bien, la facture va passer à 115 € pour cette même voiture. Ça, c'est pour les grosses voitures. Là, il faut comparer 400 km, vous voyez, donc en électrique. Si vous faites l'équivalent en gazole, ça coûterait 90 €. Mais, vous le voyez, si le chiffre apparaît à l'écran, vous voyez que en électrique, ça va coûter plus cher qu'en gazole pour le même véhicule et pour la même distance. Maintenant, pour être honnête, parce que le Royal Automobile Club est revenu un peu en arrière et a donné quelques explications, ils ont donné l'exemple d'une petite voiture, une Kia, pour vous donner l'exemple. Et là, eh bien, ça va passer de 21 à 39 € à partir du mois d'octobre. Là, vraiment, c'est l'Angleterre. Alors après, on se dit en France, c'est certain. Vous savez, pendant longtemps, on s'est dit la voiture électrique, c'est une bonne affaire, ça va pas me coûter trop cher en électricité, sauf que ça, c'était avant la crise énergétique. Et quand vous achetez une voiture, personne ne va vous dire, oui, mais attention, vous aurez un jour la facture électrique qui va vous coûter quand même quelque chose. On croit toujours que c'est gratuit parce qu'on se branche chez soi. Là, ça risque de changer. Je parle surtout de 2023 parce que actuellement, vous l'avez dit, il y a le bouclier tarifaire. L'électricité en France a augmenté de 4% seulement, alors que selon le ministère de l'économie, ça aurait dû augmenter de 100%. Vous voyez un peu la différence. On est à plus 4 actuellement depuis le début de l'année. On devrait être à plus 100%. Merci le bouclier tarifaire, merci le ministère de l'économie, merci la France, merci le contribuable, parce qu'il y a bien quelqu'un qui paye. Et en 2023, point d'interrogation, j'ai interrogé le ministère de l'économie. Et là, Bruno Le Maire l'a dit, il l'a dit au MEDEF la semaine dernière, vous vous souvenez peut-être, il y aura des augmentations, mais elles seront contenues. Pas plus de détails. Il y aura des augmentations, oui, de l'électricité, mais elles seront contenues. Eh bien, merci, parce que c'est extrêmement intéressant. Vous nous avez appris plein de choses, Éric de Ritmaten. Et effectivement, c'est quand même un des paradoxes. On a fait arrêter la filière thermique, là aussi, pour des raisons idéologiques. Et on va se retrouver avec des voitures électriques qui ne sont pas fiables, qui coûtent plus cher, et une pollution avec les batteries dont on ne sait que faire. Donc, c'est encore des bons choix. C'est que des bons choix qu'on fait pour le pays. Avec des matières premières. Et tout ça au nom de l'idéologie. Avec des matières premières que nous ne maîtrisons pas. Et tout ça au nom de l'idéologie. Non, mais c'est bien. Avec un coût, effectivement, le coût en matières premières est effarant sur le plan écologique, avec les métaux rares. Mais vous savez, pire déjà, en Californie aujourd'hui, le royaume de Tesla, toutes les voitures, il est interdit de faire le plein d'électricité aux bornes électriques pour ces voitures à partir de 6 h l'après-midi jusqu'à la fin de la soirée. Pourquoi ? Parce qu'il y a un déficit de production électrique en Californie et donc on ne peut pas distraire comme ça une partie de la production pour recharger les voitures. Donc les voitures, non seulement le plein coûte cher, mais on n'a pas le droit de le faire. Non mais c'est kafkaïen. Écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce sujet de l'électricité et de l'énergie. Les villes vont s'adapter. On peut peut-être voir le sujet de Jean-Luc Thomas rapidement pour savoir comment précisément les villes vont s'adapter. Cette école est plus économe en énergie depuis 10 ans. Changement des fenêtres, isolation par l'extérieur, moins 40% sur la facture de gaz. Depuis 2021, les actions se multiplient, ampoules LED dans plusieurs gymnases et panneaux solaires sur plusieurs bâtiments. Nous avons donc développé plusieurs actions à plusieurs échelles, à la fois en termes de rénovation énergétique de nos bâtiments, des plans de sobriété à destination de nos agents et également des plans de sensibilisation des habitants. Depuis 1 an, 3 quartiers testent la fin de l'éclairage public entre 1 h et 5 h du matin. C'est une bonne chose vu la conjoncture actuelle avec les économies, l'électricité qui augmente. Tout à fait favorable. Ah ouais, la nuit c'est fait pour le noir. Ça peut porter aussi du préjudice, parce qu'on sait très bien que les maraudeurs circulent mieux quand il n'y a pas de lumière. Cette expérimentation va devenir pérenne. On n'a pas eu de problème majeur dans cette expérimentation. Il n'y a pas de remontée du terrain défavorable. Donc nous allons passer à l'extinction étendue sur la ville entière. Selon l'Agence de la transition écologique, l'éclairage public représente 40% des consommations d'électricité des villes et villages. 40% de leur facture d'électricité.
Donc, si on veut synthétiser notre petite conversation, il y a 2 domaines qu'on a abandonnés, pour les mêmes raisons d'ailleurs, l'automobile et le nucléaire. On ne peut pas faire marche arrière et on va être en difficulté. Oui, et il y a quelque chose d'autre, c'est que dans cette mesure, en tout cas dans ce micro-trottoir, il y a une chose qui m'a interpellé. Que ces mesures soient nécessaires en contexte de crise, c'est une chose, personne ne le remet en cause. Mais là, il y avait 2-3 personnes qui disaient qu'ils étaient favorables, qu'ils applaudissaient de voir les rues éteintes la nuit en disant « mais parce que la nuit, il fait noir ». Vous voyez, il y a quelque chose de tellement régressif dans ce genre de réaction, parce que l'aventure moderne, c'est l'humanité qui invente sa lumière contre la nuit. C'est de lutter contre l'idée que la nuit, c'est le noir, c'est la lutte contre l'obscurité. Et le fait, si vous voulez, qu'il y ait des gens qui se réjouissent de ça, à beaucoup plus long terme que la guerre en Ukraine et que la crise énergétique, ça veut dire, et là on retrouve encore une fois la question du coronavirus, mesure de crise qui risque de se pérenniser pour des choses qui n'ont plus rien à voir avec la crise, dans une logique extrêmement régressive. Autre sujet sur lequel c'est ce qu'on appelle c'est le confinement électrique. Oui, voilà. C'est-à-dire nous sommes entrés dans une période de confinement électrique. Autre sujet sur lequel je voulais vous faire intervenir ce matin, on va commencer maintenant et puis peut-être qu'on poursuivra après la pause. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les sites pornographiques. Parce qu'aujourd'hui, on va tenter de les bloquer. Plusieurs associations de défense des enfants demandent le blocage des 5 sites pornographiques les plus consultés en France. C'est aujourd'hui que le tribunal judiciaire de Paris doit se prononcer à ce sujet. Je trouve que c'est un sujet mais extrêmement important. Et on s'aperçoit que la société numérique dans laquelle nous sommes ne peut pas bloquer. On n'a pas les moyens. Bon. Alors, écoutons Sandra Buisson et établissons l'enjeu de ce qui va se passer ces prochaines heures. Comment protéger les mineurs de l'exposition aux images pornographiques? C'est une démarche qu'ont initiée plusieurs associations de défense des enfants depuis 2020, date du vote d'un texte au Sénat qui stipulait qu'il n'était plus suffisant de simplement demander une déclaration de majorité aux internautes qui se connectent à ces sites. Les associations avaient demandé en justice que les fournisseurs d'accès à Internet filtrent l'accès des mineurs pour les empêcher d'accéder à 9 sites pornographiques, une demande jugée irrecevable par la justice l'an dernier. Les associations se sont donc tournées vers l'Arcom, l'ancien CSA. C'est en effet cette instance qui a le pouvoir de saisir le tribunal pour réclamer que les fournisseurs d'accès bloquent ces sites Internet situés à l'étranger. 5 de ces sites les plus consultés sur le territoire français sont visés dans cette procédure. Ce mardi a lieu l'audience pendant laquelle les arguments de chacun seront débattus. La décision devrait en revanche être rendue plus tard. On écoutera Marie-Estelle Dupont sur les ravages que ça peut produire de voir des images pornographiques pour des enfants. Mais avant cela, on voit bien que notre société, elle ne peut plus répondre. Elle n'a plus les moyens. Le numérique, tu ne peux pas arrêter pour les smartphones, pour l'ordinateur. Il y a eu une tentative assez efficace sur les jeux en ligne. Sur les jeux en ligne. Oui. Il y a eu beaucoup de blocages, mais parce qu'il y avait un intérêt financier très fort, probablement, qui a motivé beaucoup de personnes. Le seul moyen, c'est de mettre des amendes colossales sur les fournisseurs d'accès, parce que c'est eux qui ne bloquent pas. Oui, mais ils sont à l'étranger. Non, mais pas. Oui, mais d'accord, mais dans la publication, on va dire, dans ce qu'ils publient en France, il est possible de le faire. Simplement, il y a une question en vrai d'enjeu financier. Même, vous pouvez pas dire à Google, vous n'allez pas lui dire si vous laissez l'accès, même aux mineurs ou pas d'ailleurs, si vous laissez l'accès à tel site, vous aurez une amende de 3 000 €. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire, évidemment, vu ce que ça génère? Parce que c'est ça le problème. La pornographie, aujourd'hui, je crois que c'est un des plus gros... comment dire, un des plus gros, là où il y a le plus une des plus grosses raisons de trafic. Mais c'est des milliards de pages par jour dans le monde. C'est complètement dingue. Donc en termes financiers, c'est énorme. C'est un empire. Je pense que c'est plus ça. C'est un empire contre lequel on ne peut rien, beaucoup plus que sur la question d'Internet, parce qu'on a réussi avec les jeux en ligne. Donc c'est faisable. Bon, on va continuer ce débat après la pause. On va recevoir également Anne Fulda, qui a écrit Femme d'État, l'art du pouvoir. Quelle est la femme d'État, à votre avis, la plus célèbre au monde? Quelle est la femme qui vous vient immédiatement? Élisabeth. Oui. La grand-mère de toute l'Europe. Ah oui. Élisabeth II. Oui, j'entends bien. Ce n'était pas ce nom que j'aurais dit forcément. Mais dans l'histoire, quelle est la femme d'État? Ouais, dans l'histoire, quelle est celle immédiatement? Marie-Antoinette. Vous dites Cléopâtre? Oui. Qui vous dites? Marie-Antoinette. Oui, oui. Mais encore, quelle est la femme qui vous paraît incarner ce que peut être une femme d'État? C'est immédiatement dans la politique contemporaine, c'est pas celle que j'aurais citée moi. Le premier nom qui me serait venu à
C'est Margaret J'aurais dit Thatcher. Thatcher, oui. Ouais, j'aurais dit Margaret Thatcher. Ça m'étonne J'ai pas. trompé. Margaret Thatcher et Margaret Thatcher, une femme d'État. Ce qu'elle avait fait avec Bobby Sands, elle n'avait jamais cédé. Elle est rentrée dans la moulure avec les syndicats. C'était pas facile. Et elle a transformé l'Angleterre à ce moment-là. Et elle l'a mis sur les bons rails. Eh bien, on va en parler, figurez-vous. Est-ce qu'il y a une manière différente d'être une femme d'État d'un homme d'État ? Est-ce qu'il y a une spécificité de femme d'État ou pas ? Est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes? Est-ce que vous êtes réactionnaire? C'est horrible. C'est vraiment c'est Mon Dieu, quelle horreur. La dernière femme qui a régné en France, c'est Anne d'Autriche. Dernière fois. Oui. Ça fait un petit moment quand même. Bon. Et je vais vous remercier, Nathan. Vous êtes le plus jeune à chaque fois, ça tombe sur vous, c'est pas bien. Bon, vous êtes allé chez le coiffeur. Si vous pouvez donner le nom de l'adresse de votre coiffeur à notre ami Vincent Hervouette, c'est possible. La pause, à tout de suite. Que c'est bas. On va finir sur le sujet, évidemment, sur les sites porno qui seraient bloqués. On parlera également de l'insécurité avec David Lisnard qui était ce matin sur Europe 1 et l'accident, la vieille dame qui avait été attaquée par ces jeunes gens. On parlera de Nantes également, l'insécurité. On parlera de Didier Raoult qui sera présent dans l'émission de Jean-Marc Morandini. Mais on est un poil en retard ce matin, Audrey Berthaud. Le procès de l'attentat de Nice s'est ouvert hier à Paris. L'audience de la cour d'assises spéciale a débuté peu avant 14h. 8 accusés sont jugés. L'assaillant Mohamed Lawesh Boulel, un Tunisien de 31 ans, tué par la police le soir de l'attentat, est le grand absent du procès. Cet après-midi, ce sera l'exposition des faits par la cour. Comment lutter contre les rodéos urbains? À Ternay, dans le Rhône, la région a décidé d'installer des rochers sur une route très prisée par les auteurs de rodéos. Une solution radicale mais nécessaire pour que les riverains retrouvent enfin leur tranquillité. En un mois, plus de 200 opérations anti-rodéo ont été effectuées dans la métropole lyonnaise. Enfin, du tennis, Rafael Nadal éliminé de l'US Open dès les 8e de finale. Le troisième joueur mondial a été battu hier soir à New York par l'Américain Frances Tiafoe. Score final 6-4, 4-6, 6-4, 6-3. Anne Fulda, que vous connaissez et que vous pouvez retrouver tous les jours sur CNews, qui interroge les écrivains et la rentrée littéraire qui est en place actuellement. Vous venez d'écrire « Femme d'État, l'art du pouvoir » de Cléopâtre à Angela Merkel. Alors, il y a quand même deux types de femmes de pouvoir. Il y a celles qui naissent avec le pouvoir, qui l'exerceront. Bon. Et puis, il y a celles qui vont aller le chercher. Je parlais tout à l'heure de Margaret Thatcher. C'est quand même une différence fondamentale. Alors déjà, petit détail, c'est un livre collectif. Donc, il y a 20 collaborations, dont la mienne. Alors, oui, effectivement, il y a une différence entre le pouvoir le pouvoir monarchique, on en hérite, et le pouvoir qu'on conquiert. Ça, c'est évident. Mais même concernant le pouvoir monarchique, et surtout pour la France, c'est compliqué d'arriver au pouvoir pour les femmes. Parce qu'en général, les femmes reines, enfin, elles le sont par défaut. En fait, c'est pas une... c'est par exemple Marie-Thérèse d'Autriche, c'est parce que son frère meurt, son frère aîné, et donc le pouvoir lui revient. Elle n'est pas préparée, même Élisabeth II, qui est aujourd'hui au pouvoir, si son oncle n'était pas mort, et donc son père n'était pas devenu roi, normalement elle n'était vraiment pas faite pour accéder au pouvoir. Elle n'a pas été, dans sa jeunesse, formée pour. Donc c'est pas, même chez les... Elle a été formée quand même, Élisabeth II, elle a été formée, mais pas comme aurait été un roi. Quand elle est enfant, son père est roi. Quand son père est devenu roi, oui. Et puis elle a été surtout formée finalement à la communication. C'est pas un mot qu'on utilisait, mais en tout cas à l'image, c'était un personnage public très jeune, puisqu'on l'a enfant. Elle était un peu un enfant chéri des médias. Et puis surtout, pendant la guerre, effectivement, elle a été mise en avant aussi. On l'a vu. Elle a même fait à 14 ans, elle a fait une interview à la BBC déjà pour parler aux enfants. Elle s'adressait aux enfants. Donc effectivement, il y a ces femmes pouvoir monarchique qui est en France singulièrement compliquée par la loi salique, qui fait que le pouvoir revient normalement aux hommes. Donc les femmes l'exercent en cas de régence ou lorsque... Anne d'Autriche. Voilà. La dernière régente en France, c'est Anne d'Autriche. Et puis après, il y a effectivement les femmes qui conquièrent le pouvoir, qui prennent le pouvoir. Et là, là aussi, c'est un peu plus compliqué. On voit d'ailleurs aujourd'hui, très souvent, on fait quand même appel aux femmes dans des situations qui sont excessivement compliquées.
une crise économique, politique, conjuguée. On voit en Angleterre. En France, ça a été le cas. Édith Cresson, lorsqu'elle a été nommée Premier ministre, la situation était pour le moins compliquée. Et aujourd'hui, Elisabeth Borne aussi. Alors, je ne dis pas qu'elles sont dans une espèce de quête sacrificielle. Je ne dis pas qu'elles font rien pour conquérir le pouvoir. Mais c'est vrai que la vraie différence peut-être avec les hommes, c'est leur rapport au pouvoir quand même. Malgré tout, la manière d'y parvenir et la manière de s'y maintenir. Ah oui, mais précisément. Alors, précisément, il y a moins d'abord, dans la manière de l'exercer, par exemple, aussi. On note en général qu'il y a moins une espèce de narcissisme qu'on peut retrouver assez fréquemment chez les hommes. Il y a moins de désir de conquête de territoire. Alors, à chaque fois, vous allez pouvoir me dire, oui, mais il y a des contre-exemples. Cléopâtre, par exemple, était la reine de l'image. Elle était très... elle aimait beaucoup qu'on parle d'elle et a tout fait pour qu'on le fasse. Néanmoins, dans la préservation du pouvoir, il y a une relation différente. C'est vrai qu'on n'imagine pas, par exemple, une femme déclencher la guerre en Ukraine. Voilà, il y a quelque chose... Après, on n'imagine pas ça. La veuve Mao, je ne sais pas quelle mais peut-être est-ce une erreur de penser ça. Il y a eu des femmes guerrières, mais ce qu'on a voulu surtout dans ce livre avec l'éditeur Benoît Hiver, on parle souvent d'une espèce de plafond de verre pour les femmes au pouvoir, mais en fait les femmes, elles ont exercé le pouvoir depuis l'Antiquité. On commence par Cléopâtre et parfois sans état d'âme. En fait, c'est plutôt ça. C'est pas une manière de dire les femmes au pouvoir, regardez. Non, mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites là, c'est quand vous parlez narcissisme, tout ça, c'est très bien le faire. C'est de voir les différences. Moi, c'est ça qui peut m'intéresser. Est-ce qu'il y a une manière différente d'exercer le pouvoir, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit au plus haut niveau de l'État, etc. Le témoignage, par exemple, que nous avons dans l'entreprise, est-ce que je vois des différences? Parfois, j'ai été dirigé par des femmes, parfois dirigé par des hommes. Est-ce que j'y ai vu des différences? Il y a parfois, chez certaines plus, l'idée d'une mission. L'idée on l'a vu chez Angela Merkel, l'idée aussi, on l'appelait Mouti, ce qui est quand même symbolique. C'était la mère qui protégeait ses ouailles. Enfin, ça veut dire bon, en tout cas, on en parlera évidemment peut-être plus longuement tout à l'heure. On finit sur les sites porno parce que ça, c'est un sujet qui nous intéresse et je voulais qu'on écoute juste Marie-Estelle Dupont sur les ravages que peuvent produire les images pornographiques sur des jeunes enfants. Plus un enfant est jeune, plus les images que son cerveau perçoit vont s'intégrer et structurer en fait la représentation qu'il a de ce qu'il voit. Donc au niveau neurobiologique, avoir accès à des images pornographiques quand on est tout petit va être quasiment de l'ordre du viol psychique, c'est-à-dire que l'enfant ne pourra pas forcément les comparer à d'autres images de la sexualité, il ne pourra pas non plus les conscientiser ou les verbaliser. L'interdiction qui est déjà inscrite dans le code pénal, en fait l'idée là c'est de la rendre avec cette réglementation plus efficace de manière à ce que l'accès qui est très variable en fait selon les foyers, l'accès aux écrans et aux sites pornographiques soit déjà régulé en amont pour que les parents qui par exemple sont divorcés, donc chez l'un c'est très contrôlé, pas chez l'autre, ne prennent plus ce risque en fait de voir leur enfant exposé sans qu'ils le sachent à des sites pornographiques. Bon, sur le fond, c'est vraiment très intéressant ce qu'elle dit. Ça n'empêche pas que la difficulté de bloquer reste... Oui, pardon, mais vous donnez l'impression qu'il n'y a rien à faire quand vous expliquez ça. Et en réalité, il y a des solutions assez simples. Où est-ce que les enfants regardent très concrètement? Où est-ce qu'ils découvrent le porno? C'est à l'école. Vous avez un enfant sur 3 qui a une douzaine d'années, qui a été donc en phase d'image pornographique. Comment ça se passe? Ça se passe avec le portable. Vous pouvez interdire les portables dans les écoles. Les 3/4 des écoles refusent d'interdire le portable dans les cours de récréation. Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de quelle idée saugrenue est-il impossible d'interdire aux enfants d'avoir le portable à disposition pendant la récréation? Je pose la question. Il y a des choses très concrètes que l'on peut faire. Ils peuvent regarder le portable à un autre moment. Pardon? Ils peuvent regarder le portable à un autre moment. C'est vrai que sauf que vous pouvez forcer un gosse à regarder quand vous êtes dans le groupe, à l'intérieur de la cour de récréation, éventuellement à la sortie du bahut. Ça ne se passe pas à deux, ce genre d'histoire. Vous ne faites pas ça avec votre meilleur copain.
Nous allons ouvrir le thème de l'insécurité, qui est un thème prégnant aujourd'hui dans la société française. Et vous vous souvenez évidemment des images que nous avons vues. Lundi 29 août, les caméras de surveillance d'une résidence Cannes-la-Boca ont enregistré l'agression extrêmement violente d'une dame âgée qui a été agressée par 3 mineurs. Elle avait reçu un coup de poing à la tête. Cette dame va mieux, d'ailleurs, elle a témoigné, mais les conséquences psychologiques et physiques sont importantes. Elle a 89 ans, je le rappelle. Et David Lisnard, qui est le maire de Cannes, était ce matin chez Sonia Mabrouk. Et on a reproché au maire de Cannes d'avoir dit « Si c'était ma mère, c'est peut-être moi qui serais en prison ». C'est ce qu'il avait écrit dans un tweet. Je crois qu'il assume sa position, David Lisnard. J'assume ce que j'ai dit complètement. Je crois qu'il faut dire la réalité des choses. Je n'ai pas dit que ça. J'ai dit avant tout le travail qui a été fait grâce à la vidéosurveillance, grâce à la police municipale qui a identifié en quelques minutes les auteurs des faits, qui a transmis les informations à la police nationale ensuite, qui a très bien travaillé avec la police municipale et au parquet qui a fait ce qu'il devait faire. Il ne s'agit pas du tout de faire l'apologie, évidemment, du règlement de compte et de la justice privée. Il s'agit simplement de dire, au-delà d'une réaction humaine, c'est de dire que ces faits sont en dessous de l'humanité, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le champ de l'humanité. Intéressant, parce que moi je suis David Lisnard depuis un moment, c'est que lui, il n'est absolument pas dans le politiquement correct. C'est clair. Et ça, c'est une position politique intéressante, parce que de dire c'est la loi du talion, qui est répréhensible, d'ailleurs. Hein. Mais il dit si c'était ma mère, c'est moi qui irais. Et c'est moi qui serais en prison. Non, mais il est dans le politiquement courant, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens, quand on voit ces images-là et qu'on imagine sa mère ou sa grand-mère à la place de cette femme, je pense que naturellement, et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'il a écrit, naturellement on se dit, là, faudrait pas que je les croise si c'était ma mère ou ma grand-mère. Ça, c'est très naturel. Et précisément, ce qui est intéressant, pour le coup, qu'un homme politique assume de le dire tel quel, c'est que la justice organisée a précisément été créée pour éviter que nous satisfaisions, on va dire, nos pulsions premières, et que la justice soit rendue, en premier lieu pour punir l'auteur des actes, par souci de la victime. Donc derrière ce qu'écrit David Lisnard, il y a aussi toute la préoccupation que nous avons collectivement, là je crois, de l'incapacité de la justice aujourd'hui telle qu'elle est exercée dans le pays à répondre correctement. Et là on le voit, quand c'est des mineurs, on a eu combien d'affaires récemment, et on se pose les questions dans le débat public et on ne prend jamais d'acte. Je veux dire, un gamin qui est capable consciemment d'aller avec un copain sur une femme qui a 90 ans, de la renverser par terre, de lui donner des coups, l'excuse de minorité, ça va, quoi. Normalement, un mineur n'a pas l'idée de faire ça. Donc c'est toutes ces questions-là, et je pense que derrière la phrase de David Lisnard qu'on peut tous partager, il y a la préoccupation justement d'une justice qui évite la justice privée, quoi. Comment un juge peut-il répondre à une question, comme vient de le dire Charlotte, qui n'est pas simplement une question de délit à sanctionner, mais qui relève aujourd'hui de plus en plus un fait de civilisation? C'est ça la question, la vraie question. C'est-à-dire comment les juges peuvent répondre à ce défi. Allons sauvagement. Deuxième passage de David Lisnard sur la réalité du pays et la réalité de l'insécurité. Il y a une réalité qui ne sont pas de l'ordre du fait divers, qui sont révélatrices d'une violence dans la société, et puis une réalité statistique. Les violences sur les personnes ont augmenté de 33% depuis 5 ans. Donc, sur le cas d'espèce, la police a bien fait son travail, le parquet aussi. On verra ensuite les peines qui seront prononcées, mais on voit bien que notre arsenal juridique, mais au-delà du juridique, au-delà du pénal, notre façon d'appréhender ces problèmes est obsolète. Une ville qui symbolise ça, on en a souvent parlé, Nantes. Une ville de l'Ouest, c'est Nantes. Que nous connaissons, Vincent Hervouet, que nous avons connu dans notre enfance, une ville qui était calme, on peut le dire. Yvan Ruffoy le rappelle souvent ici que lorsqu'il faisait la tournée des commissariats à Presse-Océan dans les années 80, il y avait un vol de vélo, il n'y avait quasiment rien, aucune attaque qu'il rapportait. Et Nantes est devenue une ville, mais épouvantable, sur le plan de la sécurité. Épouvantable. C'est-à-dire que tous les témoignages vont dans ce sens. Alors, il y a eu une absence de caméras vidéo, de caméras de surveillance pendant des années. Jean-Marc Ayrault l'a refusé. Et puis, c'est une ville, aujourd'hui, où effectivement, il y a une très forte immigration
disons-le. Il y a beaucoup de migrants aujourd'hui dans la ville de Nantes qui sont installés et qui créent manifestement, c'est le reportage qui le dit. Oui. Pardon, mais je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit simplement les migrants, le fait que Nantes, qui effectivement jusque dans les années 70 n'avait pas vu un seul étranger dans ses murs pratiquement, parce que ce sont les paysans bretons vendéens qui allaient à l'usine travailler au Batignolles, sur les chantiers navals, etc. Mais c'est pas la présence forcément, c'est la présence des mineurs non accompagnés qui posent un véritable problème d'insécurité dans le centre-ville de Nantes, ou même traverser en plein jour les vieux quartiers 18e, c'est se mettre en danger quand on a un collier, une bague, un sac à main. C'est absolument incroyable. Et sans que, avec une extraordinaire, comment dire, une sorte de flegme des pouvoirs publics, de la mairie, qui est extraordinaire. Vraiment, ils prennent ça non pas avec légèreté, ils le prennent au sérieux, ils sont capables de faire des tas de phrases là-dessus. Mais en même temps, il n'y a rien qui suit, quoi. Rien. Alors moi, j'ai appelé ce matin Pascal Bollot, qui est un des responsables. À chaque fois, il ne me répond jamais. Johanna Roland ne nous répond jamais. Ces gens-là ne veulent pas nous répondre. Et pour cause, parce que leur ville est dans un état catastrophique. Mais on va voir le sujet de Michael Chailloux. Place du commerce à la croisée des tramways, c'est l'hyper-centre-ville de Nantes. Victoire habite ici depuis 3 ans, aux premières loges d'un spectacle devenu son quotidien. On voit les délinquants, la vente de drogue, de cigarettes. 3 fois en 6 mois, on a essayé de me voler mon portable, dont 2 fois 2 jours de suite. Devant chez vous quasiment ? Devant chez moi, exactement. Avec ses voisins, Victoire a multiplié les vidéos et photos devant l'entrée de son immeuble pour alerter. Aujourd'hui, elle a pris une décision plus radicale. Je déménage. J'ai fait un burn-out cet hiver parce que c'était trop. Benoît et Jonathan travaillent dans des bars du centre-ville. Le premier s'est fait voler sa trottinette par 2 fois en 1 mois. Le second a eu le tibia transpercé en sortant du travail. Moi, ils m'ont agressé à 5 avec une matraque télescopique, même pas fouillé. Ça a été juste de l'agression gratuite, très violente. Au sein de l'association Sécurité Nocturne Nantes, ils dénoncent une banalisation de la violence et ses effets pervers. Les gens en ont tellement marre, donc aller déposer plainte, pourquoi ? Puisque de toute façon on ne retrouvera jamais mon téléphone. Il faut absolument déposer plainte et on le dit aux gens, c'est important de déposer plainte. Malgré 150 caméras publiques et une augmentation des effectifs de police nationale comme municipale, le phénomène que certains associent à l'arrivée de jeunes migrants depuis 5 ans semble difficile à juguler. Je rappelle que Jean-Marc Ayrault refusait les caméras de surveillance dans Nantes. Et qu'on en est là parce que là encore, la ville en est là et il en est responsable. Et Johanna Roland a terminé le travail. Mais à Rennes, c'est la même chose. Vous avez 2 mairies socialistes, c'est juste la même chose. Qui sont devenues aujourd'hui des villes... non, mais c'est extraordinaire parce qu'on vit un truc à Nantes qu'on a connu dans d'autres villes, à Toulon, par exemple, ou ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fuite éperdue maintenant du centre-ville. Quand il n'y aura plus que des magasins de tatouages et dans le vieux centre, les gens s'enfuient à la périphérie, comme cette femme qu'on vient d'entendre. Mais vous savez où ils vont, les Nantais ? Pardon ? Les Nantais qui ont les moyens. Vous savez où ils vont ? Ils vont à la Baule. C'est-à-dire qu'il y a 3000 Nantais qui quittent chaque année la ville pour aller à la Baule où ils sont tranquilles. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Parce que la nuit, les dealers viennent parfois de Nantes pour aller sur la plage de la Baule dealer. Très bien. Très bien. Tolérance zéro, madame, monsieur. Si vous ne changez pas de logiciel, ça fait plusieurs fois que je le dis, si vous n'acceptez pas l'idée de changer de logiciel... On n'en sort pas. Non, mais là, oui. On a commencé à Saint-Nazaire, on finit à la Baule. Non, mais vous n'en sortirez pas. Et comme vous le dites, la mairie de Nantes... Des phrases. Là se pose la question très précise des mineurs isolés, en effet, des fameux mineurs non accompagnés que la Convention européenne nous interdit de toute façon d'expulser. Alors il y a des discussions avec les pays d'origine, notamment le Maroc et l'Algérie, qui sont assez peu coopérants sur le sujet. Et quand vous regardez les chiffres, c'est très clair. Nous, dans notre grande bonté, on se dit c'est un enfant, on va le garder, on ne peut pas l'expulser. C'est devenu une filière d'immigration à part entière, avec des chiffres complètement hallucinants. Donc si on refuse de voir ça et qu'on refuse de changer notre manière d'aborder le sujet, il y aura des Nantes partout. Anne Fulda est donc à l'origine de ce livre sous sa direction Femme d'État, l'art du pouvoir de Cléopâtre à Angela Merkel. Marie-Antoinette, forcément, on a toujours une tendresse quand même pour Marie-Antoinette.
Oui, alors on l'a choisi parce qu'on peut se poser la question de pourquoi l'avoir choisi, parce que finalement on n'a pas le souvenir d'une reine qui a vraiment exercé le pouvoir. Néanmoins, dans le chapitre qui lui est consacré par Isabelle Delalex, qui est une historienne très pointue, elle prouve qu'en fait dans les derniers mois, Marie-Antoinette a tenté, comme elle a pu, parfois maladroitement, de suppléer aux faiblesses de son mari face à la révolution qui grondait déjà. Et ça, on trouvait que c'était intéressant de montrer cet aspect-là parce qu'on a tellement eu l'image de Marie-Antoinette frivole, Marie-Antoinette parmi ses moutons, etc. Et elle a aussi, alors ça veut dire c'est plus comme une femme d'influence, le pouvoir appartenait au roi. Néanmoins, elle a tenté d'exercer son influence sur Mais elle a surtout été une victime du pouvoir. C'est une femme qui a été immolée. Bien sûr, après, politiquement, elle a été sacrifiée. Oui, après, bien sûr. Mais là, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'elle a aussi tenté d'exercer le pouvoir. Condamnée pour inceste, je vous rappelle. Avec des pamphlets d'une violence. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. Elles sont plus attaquées quand même, les femmes, que les hommes. Mais c'est comparable aux excès de Twitter. Les pamphlets qu'il y a eu sur Marie-Antoinette, effectivement, voisin a évoqué l'inceste, c'est monstrueux. Bien sûr. C'est monstrueux. Non, dans ce livre qui est absolument passionnant parce que à chaque fois c'est une nouvelle figure, une nouvelle problématique et en effet les personnes qui ont écrit sont historiennes généralement, le plus souvent chevronnées. Moi, ce qui m'a en fait interpellé, c'est une question, c'est que ces femmes d'État, on les voit dans une civilisation bien précise, dans une civilisation surtout. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend la seule qui a été émergée dans le monde musulman, sous contrôle, c'est Benazir Bhutto, qui a été assassiné d'ailleurs. Voilà. Et ça me frappe quand même. Alors, le livre, est évidemment, il y a une sorte de catalogue. Catherine II, par exemple. C'est un peu un personnage mythique, parce qu'on a le sentiment que c'est la reine parfaite. C'est une sorte d'autocrate, mais en même temps... Autocrate, quand même. Mais éclairée, vous voyez, c'est Voltaire qui... avait théorisé cela d'un autocrate éclairé. Oui, c'est la reine parfaite, mais enfin, effectivement, comme vous le dites vous-même, avec des excès au pouvoir. Preuve que le pouvoir au féminin ne s'exerce pas toujours dans le calme et la sérénité. Mais il y a Marie-Thérèse d'Autriche. Moi, j'aime bien le Marie-Thérèse d'Autriche, à qui Elisabeth Badinter avait consacré un livre, parce qu'elle a su concilier... Marie-Thérèse, c'est la mère de Marie-Antoinette. La mère de Marie-Antoinette. Qui importe. Qui a eu 16 enfants et qui a su concilier pouvoir et maternité. Parce que très souvent, on a antagonisé les deux. Et d'après Elisabeth Badinter, elle a effectivement instauré d'une certaine façon la maternité moderne, parce qu'elle s'occupait de ses enfants, ce qui à l'époque, et surtout quand on est reine, quelque chose d'inédit. Et elle a été véritablement reine. D'ailleurs, elle a tenté de conseiller Marie-Antoinette par des lettres jusqu'au bout. Et ça va à l'encontre il y a ce principe, on disait tota mulier in utero, c'est-à-dire que la femme détient son pouvoir de son utérus, c'est-à-dire du fait de pouvoir enfanter et surtout donner des héritiers particulièrement masculins. Et elle a prouvé le contraire. Et maternité et pouvoir. Je trouve moins un exemple intéressant. Moins narcissique qu'une femme au pouvoir ? La plupart du temps, oui, quand même. Plus efficace ou pas ? Ça, c'est difficile. Je ne vais pas dire ça parce que ça serait caricatural, franchement. Donc, plus travailleuse ? Efficace. Souvent travailleuse, oui. C'est vrai qu'on n'a pas d'exemple de reine fainéante. Écoutez, on dit des rois fainéants, on dit pas de reine fainéante. Elle a raison. Comment que des... Il disait roi fainéant et pas de reine fainéante. Si je voulais... Parce que là, on trouve des qualités par rapport aux hommes, des femmes. Ça, c'est... Non, mais ou alors pas de différence. On peut trouver l'inverse. Mais si je voulais être ou pas de différence, on peut dire attendez, c'est la même chose. Voilà. Oui, il y a aussi. Enfin, non, mais l'idée n'est pas de dire que la femme au pouvoir est obligatoirement au-dessus des hommes. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'en France, la France est juste un pays, pour le coup, en retard. Il n'y a jamais eu de femme élue chef d'État. Et ce qui est intéressant, c'est Marc Fumaroli qui l'a remarqué, c'est que aux États-Unis aussi, 2 régimes présidentiels, élection au suffrage universel direct en France, 2 pays où, pourtant aux États-Unis, il y a eu un président catholique avec Kennedy, il y a eu un président noir avec Obama, une femme, non. En France, il y a eu déjà 3 fois de suite, au deuxième tour, 3 fois de suite, une femme au second tour de la présidentielle, mais passe jamais le cap.
Jean-Marc Morandini est avec nous. Jean-Marc, bonjour. D'abord, ça nous fait plaisir de vous voir parce que c'est le début de cette saison. Tout va bien, Jean-Marc? J'ai vu que vous étiez reparti en fanfare avec Morandini Live. Il est là, Jean-Marc, ou pas? Est-ce que je le vois? Oui, tout à fait. Ben, je ne vois pas à l'antenne. Voilà. Ah, là, vous êtes manifestement tout près du plateau. Bon, vous allez avoir, et c'est un événement quand même, on va entendre dans quelques instants avec vous le professeur Raoult. Pourquoi? Parce que les ministres de la Santé et de la Recherche ont saisi la justice au vu d'un nouveau rapport de l'IHU de Marseille qui confirme des dysfonctionnements graves lorsque cet institut scientifique était sous la direction du professeur Didier Raoult, Jean-Marc. Oui, c'est assez sérieux, ce qu'il y a dans le rapport qui a été publié hier. On parle de dysfonctionnement grave, on parle même de harcèlement, on parle de mise en danger de certains patients à qui on aurait donné des molécules sans leur consentement, sans leur dire de quoi il s'agissait, et certaines molécules interdites comme la fameuse hydroxychloroquine. Donc les accusations sont graves contre le professeur et il va s'expliquer pour la première fois. Il va nous dire aussi s'il a le sentiment que tout ça c'est un règlement de compte. On sait qu'il a dérangé le professeur Raoult, on l'a vécu ensemble, vous l'avez vécu Pascal, et je l'ai vécu dans nos émissions respectives. Ça a été un sujet de débat. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un règlement de compte ou est-ce qu'il y a un vrai problème à l'IHU de Marseille? C'est ce qu'on va tenter de savoir. Alors, pour que les téléspectateurs qui nous écoutent soient au courant, vous allez traiter ce sujet immédiatement en ouverture de l'émission ou est-ce qu'il faudra attendre quelques instants? Il y a le zapping généralement avant. Exactement, il y a juste le zapping de l'actu qui va faire 4 minutes et puis le professeur Raoult sera en direct avec nous depuis Marseille pour répondre aux questions. Et je vais essayer d'être très précis, très concret parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites autour du professeur. Je vous l'ai dit, certains parlent d'un professeur qui serait tyrannique, qui harcèlerait les gens autour de lui. On a entendu certains témoignages qui disent que c'est totalement faux. Donc, que se passe-t-il à Marseille? Que se passe-t-il à l'IHU de Marseille? Merci Jean-Marc Morandini et puis bonne saison à vous. Merci, à vous aussi Pascal. Généralement, vous ne chômez pas? C'est pas quelque chose qui vous caractérise? Vous avez toujours, vous bossez plutôt pas mal et plutôt très bien. Donc bonne saison à vous, cher Jean-Marc Morandini. Et comme il est à 10h28-29, eh bien nous allons écouter peut-être Audrey Berthaud avant précisément d'écouter Morandini Live. Audrey. Au Canada, l'un des 2 frères suspectés d'avoir tué 10 personnes dimanche a été retrouvé mort. La police traque toujours le 2e suspect de ces attaques parmi les plus meurtrières dans le pays ces dernières années et dont le motif reste pour le moment inexpliqué. À Pontoise, un mariage tourne au rodéo urbain. En quittant l'hôtel de ville où avait lieu la cérémonie, les invités se sont livrés à de nombreuses infractions routières. Leur comportement dangereux a gêné le trafic dans la ville et a provoqué de nombreuses nuisances sonores. La municipalité a décidé de porter plainte et à l'avenir de faire payer une caution aux mariés. Enfin, Paul Pogba a finalement dû se faire opérer du genou droit hier. Une intervention qui jette une ombre sur sa participation au Mondial 2022 en fin d'année. L'international français devrait aussi être absent au moins 6 semaines supplémentaires et pourrait manquer la Coupe du Monde au Qatar. Sous la direction d'Anne Fulda et toujours chez Perrin, qui est un excellent éditeur, Femme d'État, l'art du pouvoir, Marie-Antoinette, Margaret Thatcher, nous l'avons dit, Cléopâtre, Catherine de Médicis, Anne d'Autriche, Catherine de Élisabeth Ier. Voilà. Donc c'est très intéressant à vous lire. Merci Anne Fulda. On vous retrouve cet après-midi. Vous savez qui est avec vous cet après-midi? Cet après-midi, parce que nous avons enregistré hier, donc je devrais pouvoir vous dire. Eh bien, un auteur essentiel. Je suis là. Pardon, est-ce qu'un livre dans la rentrée littéraire à nous conseiller? S'il ne faut en retenir qu'un, à part le vôtre. 10 secondes. Maria Larrea. Maria Larrea. Larrea. Chez Grasset, très joli livre. D'accord. Maria Larrea. Nous étions des loups, c'est pas mal. Nous étions des loups. Vous l'avez lu? Il y a les liens lu artificiels aussi. Ouais. Jonathan Devers. Jonathan Devers, formidable. Formidable. À la réalisation, Audrey Missiraka. À l'image, Abella Bouka. Au son, Arnaud Portelas. Merci à Marine Lançon, qui est devenue une experte en subtome désormais, puisqu'elle arrive quasiment en 2 à trouver chaque matin. Le Sutom qui fait notre joie, comme vous le savez. Corentin Brio était là et Jacques de Brion également. Le professeur Raoult dans quelques secondes. Rendez-vous ce soir.